Salam alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des raisons qui m'ont poussé à quitter la France et par là même, j'espère vraiment, motiver les Algériens, Algériennes, musulmans et musulmanes qui vivent actuellement en France à, quitter ce, pays, qui, pour moi n'est clairement pas, un bon pays et je vais explorer les différentes raisons, notamment autour de 3 axes, principaux. Le premier sur le caractère, raciste de la France, donc on verra que la France est à la fois un pays il y a une forme de racisme d'État, de racisme institutionnel et où, il y a également du racisme ordinaire avec les gens tout simplement au quotidien, qui, font par exemple énormément de remarques à caractère, raciste. Ensuite, on partira sur une deuxième partie où l'on parlera du caractère impérialiste de, la France. Là, je voulais parler un peu de tout ce qui est, en fait, on croit que les colonisations, françaises a été, finie, mais c'est absolument pas le cas. On verra qu'il y a encore à l'heure actuelle des colonies, françaises et on verra que la France continue sa politique impérialiste dans le monde et notamment sur les pays, musulmans. Ensuite, on passera sur une troisième partie. Je ne donnerai pas d'avis religieux, mais je voulais juste, renseigner, les gens et les motiver à, heu, à quitter, la France pour un pays, musulman. Parce que je pense que l'islam se vit, bien mieux, dans un pays où, à minima, on va dire, une large partie de la population est musulmane et où, les, dirigeants ne mènent pas une politique, islamophobe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur, le live. On est également sur TikTok et il y aura une rediffusion YouTube. Voilà, donc premièrement, effectivement, juste je voulais un peu revenir, sur mon parcours. Effectivement, j'ai, 24 ans, j'ai fait mes études, en France, jusqu'au niveau bac+5+, j'ai fait un master, derrière. Je suis parti par la suite, quelques mois aux États-Unis et j'ai travaillé également en Espagne avant de venir même vivre, en Algérie. Mon rapport avec l'Algérie, bon, c'était un peu celui que peut avoir, beaucoup de descendants d'immigrés, de troisième génération, donc on y allait, pour les vacances, une fois tous les 2-3 ans disons et après pendant les études, je devais travailler, lors de mes vacances estivales et cetera et donc je n'ai pas eu l'occasion, de revenir, dans le pays depuis 2017 et donc de 2017 à 2025, voilà, je suis pas venu en Algérie et je suis arrivé en août 2025, vraiment, un peu par hasard, disons c'était mon destin et j'ai décidé de rester à minima, quelques mois. En tout cas, ma conviction, c'était, de ne pas rentrer, en France. Ça, c'était vraiment une ligne rouge que j'avais et en tout cas, là, on est au mois de décembre et je suis plutôt bien en, Algérie et je compte, rester encore quelques temps et donc je vais ici, présenter les raisons qui m'ont poussé à quitter ce pays et donc c'est parti pour la première partie. Donc la France est un pays de racistes. Je vais zoomer. Effectivement, pour moi, déjà, on a une première partie au niveau des institutions. On voit que, finalement, il n'y a pas de safe place dans ce pays. Toutes les institutions qui, régissent, qui encadrent la vie en société sont imprégnées de racisme. On va commencer notamment par l'école. Donc effectivement, on pourrait croire que oui, les profs, sont de gauche, sont bienveillants, sont ouverts d'esprit, mais déjà on se rend compte, quand on regarde, les différentes études d'opinion, que les profs sont en train de basculer à, l'extrême droite et effectivement, si on regarde un peu le vécu, l'expérience qu'ont pu avoir beaucoup de descendants, d'immigrés, en France, on remarque que c'est à l'école qu'ils ont subi le plus de racisme, que ce soit de la part des élèves, mais également de la part des professeurs qui vont, par exemple, envoyer, les enfants, non blancs dans des voies de garage, par exemple, des voies où professionnelles qui sont pas moins intéressantes, hein, mais qui sont moins valorisées, moins valorisantes et moins bien payées, après par la suite, ce qui mène vers des voies également et des débouchés, qui peuvent être compliqués au niveau, salarial, au niveau de qualité de vie. Voilà, ça c'est un premier exemple. Ensuite, on a la police. On compte plus, les crimes policiers, qui sont, faits à l'encontre des jeunes maghrébins, des jeunes noirs et cetera et les violences sont vraiment, quotidiennes, notamment en Île-de-France, mais pas que. On a l'exemple Naël, en tête et il y en a tellement d'autres et même, finalement des maghrébins qui vous connaissez l'histoire de Malek Ousekine qui était sur le point, il me semble, de se convertir au catholicisme et même lui qui n'était pas, pour reprendre le vocabulaire de l'extrême droite, une racaille, même, lui a fini par être tué par la police, donc absolument rien ne vous protégera, même si vous abandonnez l'islam, même si vous convertissez à une autre religion, vous serez toujours la cible de racisme. Et ensuite à l'hôpital, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, mais je voulais parler du, syndrome méditerranéen et ça effectivement, ça en fait c'est un concept qui a été développé par des chercheurs et qui présente en fait le fait que, les personnes non blanches, vont voir leurs témoignages et leurs douleurs être sous-estimés par le personnel, médical et voilà, cela peut mener à des cas de négligence très, très graves et même à la mort de certains, patients, certaines patientes, comme il y en a eu ces dernières années et autrement même l'hôpital est imprégné et
et voilà, est imprégné par l'idéologie d'extrême droite, avec des médecins qui, bien évidemment, on se doute, ne votent pas pour des candidats de gauche et d'extrême gauche, donc des médecins qui eux aussi peuvent faire preuve de racisme et de paternalisme à l'égard des patients, pardon. Ensuite, on a les gens. Là, je parlerai un peu du racisme ordinaire. On voit que dès qu'il y a un conflit, en fait, qui peut être bénin, mais dès qu'il y a une petite embrouille avec des gens dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, ça bascule très très rapidement vers des clichés racistes. Donc, on n'est pas chez toi ici, on n'est pas à la cité, je suis pas ton pote, bon ça c'est pas vraiment raciste, mais donc il y a toujours ces petites remarques sur les cheveux, sur la barbe, sur le voile, etc. Et ces remarques, elles arrivent vraiment au quotidien, elles font mal, elles créent une cassure. Et on remarque également que en fait, il peut y avoir une personne raciste sur 10, mais les 9 autres ne défendront jamais les victimes, ne diront jamais rien. En fait, en France, malheureusement, il y a pas mal de lâcheté et les gens ne prendront pas de risques pour vous, donc personne ne sera là pour vous défendre. Ça, faut bien le garder en tête. Ensuite, deuxième point, je voulais parler du caractère impérialiste de la France. Donc, effectivement, la France, en fait, quand vous vivez dans un pays, vous soutenez sa politique, que vous vouliez ou non, par le paiement des impôts et le paiement des diverses taxes. Vous ne pouvez pas ne pas payer de taxes parce que à chaque fois que vous achetez par exemple à manger, vous consommez de l'électricité, etc., il y a à minima plusieurs pourcents de TVA qui partent dans les poches du budget de l'État. Et donc, en vivant en France, vous financez directement la politique gouvernementale, notamment internationale. Et la France, à ce sujet, bah, clairement, c'est pas joli. On a un soutien à l'antisémitisme qui date depuis des décennies, soutien militaire notamment, soutien en termes de renseignement. La France fait partie de l'Union européenne, qui est le premier partenaire économique de l'antisémitisme, donc avec notamment des frais de douane réduits. Et donc, en restant en France, vous participez ben, indirectement, et même directement, j'ai envie de dire, au développement, ben, au maintien de cette situation. Aussi, on parle beaucoup de boycott, et moi je soutiens le boycott des investissements sanctions à l'égard de l'antisionisme. Et donc, on part du principe que c'est normal de boycotter une marque comme Coca-Cola ou des entreprises comme Starbucks, McDonald's qui ont des franchises dans l'antisémitisme, mais pourquoi on ne se dit pas, tiens, on va boycotter les pays également qui soutiennent l'antisionisme, et donc boycotter la France et partir de ce pays. Ensuite, je voulais parler des colonies qui persistent aux quatre coins du monde. Donc c'est vrai, on croit que la France a décolonisé son empire, avec, ben, nous on connaît très bien le cas de l'Algérie, qui a dû, au prix de centaines de milliers de vies, arracher sa liberté. Mais il faut garder en tête que la France garde toujours des colonies. Je voulais parler notamment de la Kanaki, qu'on connaît également sous le nom de Nouvelle-Calédonie. Mais il y en a plein, il y a la Guyane, il y a la Réunion, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a Saint-Domingue, vraiment aux quatre coins du monde. Et donc, il y a des mouvements anticolonialistes qui se développent dans ces colonies, mais ils sont sévèrement réprimés pardon, par la police qui vient de la métropole, comme on dit, entre guillemets, et qui vient parfois même jusqu'à tuer des militants pour l'autonomie, pour l'indépendance. Là, on a vu récemment en Kanaki que, en fait, on a pris les têtes, les figures de proue du mouvement indépendantiste, et on les a enfermés pendant un an à des milliers de kilomètres chez eux, dans l'Hexagone. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe. Et ça, c'est vous qui le financez avec vos impôts. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à quitter ce pays. Ensuite, dernière sous-partie sur le néocolonialisme de la France-Afrique. La France continue bien évidemment sa politique d'influence sur le continent africain, malgré la décolonisation. Et on voit que la France continue à exploiter les ressources clés de certains pays, notamment l'uranium. Mais moi, je voulais parler, et les minerais, etc., dans ces anciennes colonies. Mais moi, je voulais surtout parler du capital humain. Aujourd'hui, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est pas les ressources qu'elle a dans son sous-sol, mais plutôt ses ressources en capital humain, c'est-à-dire ces jeunes et ces moins jeunes qui ont fait des études, qui ont une expertise, dont l'État a investi des dizaines de milliers de dollars sur eux, dans leur éducation. Et aujourd'hui, la France, grâce à sa politique, notamment d'influence culturelle, continue en fait à aspirer une partie importante des élites intellectuelles africaines qui viennent vivre et travailler en fait, dans ce pays. Et donc, c'est une économie c'est vraiment en centaines de millions qui est réalisée chaque année, j'imagine. J'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais tous ces Africains qui ont fait leurs études aux frais du contribuable de leur pays viennent ensuite participer au développement de la France. Et c'est un peu une double peine. Donc, c'est une perte sèche pour les pays africains, mais en plus, ça va venir développer la France qui va profiter de son ascendant économique pour continuer son exploitation de l'Afrique. Donc clairement, si vous voulez rompre avec cette politique néocolonialiste et cette France-Afrique, et la France-Afrique qui continue également via la corruption de dirigeants soutenus par des militaires français, par des conseillers français, des agences de communication, etc., par bien évidemment le Quai d'Orsay, moi je vous encourage à quitter la France, parce que c'est vous, avec vos impôts, qui financez cela. Et troisièmement, je voulais parler de l'aspect religieux et culturel.
Donc clairement, on l'a bien vu qu'au bout de quelques générations, on finit par s'assimiler au peuple dans lequel on réside. Et donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. Vous n'êtes pas plus fort que le système. Comme on dit, vous n'êtes pas plus, on ne peut pas battre le casino. On ne peut pas battre le casino, donc quand vous allez au casino, vous savez à 99% de chances que vous allez perdre. Et donc là, quand vous allez en France, sachez qu'à 99% de chances, dans plusieurs générations, ben, vos enfants, malheureusement, ne seront plus dans l'islam, sont éloignés de leur culture. Aujourd'hui, regardez tous les descendants d'Algériens, combien parlent vraiment arabe, combien parlent kabyle, combien parlent, je sais pas, chavi. Clairement, très 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 peu de gens. Et la France est vraiment un système, en France réside un système qui est vraiment un système de valeurs qui est vraiment contraire au système de valeurs islamique. C'est deux paradigmes qui sont totalement opposés, et ça on le voit notamment au niveau des grands péchés qui sont totalement banalisés. Aujourd'hui, plus de 50% des enfants sont nés dans des relations hors mariage, par exemple. La consommation d'alcool, de drogue, même chez les mineurs, est ultra présente. Il y a plein sur la question du crédit bancaire, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, c'est un standard en France de faire un riba pour acheter une maison, alors que c'est bien interdit en islam, me semble-t-il. Donc vous voyez bien que là, rien qu'avec les quelques exemples que j'ai pu citer, c'est deux systèmes qui diffèrent, qui divergent largement et qui en vérité sont totalement opposés. Et ouais, dernièrement sur la progression de la langue arabe, c'est, je voulais parler de ce point parce que pour moi, c'est la langue arabe, c'est vraiment très très important si vous voulez comprendre votre religion, même quand vous partez dans un pays, essayer de communiquer avec les gens dans la langue locale. Et ça, rester en France et progresser en langue arabe, c'est vraiment pour moi très très compliqué. Quand on est dans la routine métro, boulot, dodo, on n'a plus l'énergie le soir venu de se remettre, de remettre le nez dans des cours d'arabe. Et vous voyez bien que travailler 30 minutes par jour, c'est bien, hein, c'est le minimum. Et si vous 30 minutes, c'est mieux que 0 minutes, bien évidemment. Mais c'est pas suffisant pour progresser parce qu'au bout de un an, vous allez avoir 30 minutes, ça fait 100, disons 160 heures de travail. C'est bien, mais vous n'aurez pas un très bon niveau à la fin de ces un an. Et vous allez vite en fait vous décourager parce que vous allez dire ça fait un an que je travaille sur cette langue, mais pourtant je vois pas les progrès. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Si vous voulez progresser en langue arabe, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir dans un pays arabophone, notamment l'Algérie, et vous inscrire à un institut dans lequel vous allez pouvoir réellement progresser de façon intensive. Vous dites, je vais rester un an à étudier, et après, vous êtes en Algérie, vous aurez la langue, et vous pourrez vous mettre à travailler, que ce soit directement en Algérie avec, dans le salariat, avec un business physique, ou également avec un business en ligne adressé adressé à d'autres pays. Et donc les possibilités sont vraiment infinies, et voilà pourquoi je vous conseille vraiment de quitter la France et de venir vivre dans un pays musulman. Si vous avez des questions, des commentaires, des conseils, des critiques, n'hésitez pas à me les envoyer, ça sera avec plaisir. Et également, si vous voulez que je traite d'un sujet particulier dans une prochaine vidéo, sur la vie en Algérie notamment, pareil, communiquez-les moi en commentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!